C'est quoi le rapport entre le Covid et le réchauffement climatique? Je ne comprends pas très bien. Parce que je veux dire, il y a eu la grippe espagnole, il n'y avait pas de réchauffement climatique. Non, mais c'est une très bonne question. En fait, on a fait pas mal de textes là-dessus. En fait, le Covid, c'est quoi? C'est un virus de type zoonose. C'est-à-dire que c'est une transmission de virus des animaux à l'homme, et notamment des animaux sauvages. Et en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent que, enfin, bien sûr, on a eu effectivement la grippe espagnole et d'autres épidémies, donc ok, on ne peut pas maîtriser quand ça sort, etc. Mais les phénomènes de zoonose, ils sont fortement amplifiés par les impacts environnementaux, et par exemple par la déforestation, par l'agriculture intensive, par l'élevage intensif. C'est des critères très importants de risque par rapport aux zoonoses. Ça a été développé par pas mal de scientifiques. Le réchauffement climatique y contribue également. Et puis, on pourrait dire aussi que sur la diffusion du virus ultra rapide, qu'on avait, je pense, jamais vraiment connu à cette échelle-là, notre organisation économique y est pour beaucoup sur la mondialisation des échanges, etc. Mais en tout cas, voilà. Je suis désolé, mais là, le réchauffement climatique, je vois toujours pas, parce que la déforestation, ok, tout ça d'accord, les échanges économiques, tout ça, la mondialisation, par exemple, le réchauffement climatique qui n'est qu'une conséquence de tout ça. Pourquoi est-ce que le réchauffement climatique est responsable du Covid ou participe au Covid? Alors, le Covid en tant que tel, peut-être pas, mais par exemple, le dégel du permafrost va libérer ou libère déjà des virus avec lesquels nous n'avons plus d'histoire commune. Tout à l'heure, on parlait du Covid. Oui, mais ce qu'on veut dire, c'est que, bah si, parce que l'impact qu'a la crise du Covid, on voit ce que ça a fait sur nos sociétés, le confinement, etc. Typiquement, si le permafrost fond, ça peut libérer des virus auxquels nos organismes ne sont pas du tout habitués et créer des épidémies identiques. Et puis, le parallèle qu'on fait, c'est que même si ça n'a pas de rapport direct, le type de crise que peut déclencher le réchauffement climatique, ça peut avoir un impact tout aussi massif sur nos sociétés, voire plus. Donc voilà. Oui, j'ai bien compris que vous faisiez un parallèle, j'ai bien compris que vous disiez que le Covid était finalement comme une répétition de ce qui pouvait nous attendre, oui. Mais on est bien d'accord que là, il n'y a pas de lien direct établi entre le réchauffement climatique et le Covid. Le Covid-19, oui. On compare. Donc virus, c'est possible. Oui. Non, mais c'est possible. Mais par contre, mais par contre, il y a un... Non, mais je vais me faire allumer si j'ai... Non, oui. Non, mais, et par contre, il y a un lien très direct entre le Covid et les modes de développement qu'on a eu ces derniers temps. Y compris, si on regarde la ville de Wuhan, il y a eu intensification de l'agriculture, dégradation de l'environnement, et des migrations de population, des mises en contact avec des nouvelles espèces. Et c'est tous ces phénomènes qui, du coup, nous exposent, alors qu'avant, il y avait des tampons, il y avait des zones avec lesquelles on était peu en contact, etc. Donc, c'est plus le fait qu'on a un mode de vie sociale et de développement qui, aujourd'hui, devient menaçant pour nous-mêmes en retour. Il y a aussi un autre truc, c'est que le réchauffement climatique bouleverse les écosystèmes, en fait. Et change les équilibres, ce qui fait qu'il peut y avoir, il y a des déplacements assez massifs de populations animales qui donc favorisent aussi les zoonoses. Donc là, c'est un lien. Il semblerait que on n'est pas sûr, ça dit que c'était plus sur une question de consommation de viande. Encore que ça, on va savoir plus tard. Non, mais après, il y a plein de causes croisées. La consommation de viande est aussi... La consommation de viande est aussi un problème. C'est lié à la déforestation et à... Voilà. Non, mais je crois que vous voulez dire que la consommation de viande contaminée par le Covid qui a provoqué l'épidémie. Ça, on ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas encore trop, puisqu'il semblerait que peut-être il y aurait des cas antérieurs au fameux marché, que bon, voilà. Il y a beaucoup de... Pour l'instant, il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus, mais c'est possible que ce soit ça. J'ai une question, si je peux. Oui. Non, moi je ferai après. D'accord. Ouais. Juste parce que là, depuis tout à l'heure aussi... Alors, en fait, j'ai plusieurs questions. Je suis désolé, j'ai des questions méchantes. Vous disiez que finalement, peu importe les personnes, peu importe qui, d'un côté, vous dites personnellement et au nom du collectif,
On espère que Montgabureau va rester au SMEG. Et on a le PCF et Ensemble Isère qui tous les deux soutenaient le travail de la candidature d'Éric Piolle. Et vous demandez la gratuité le week-end qui fait partie du programme d'Éric Piolle. Donc on a quand même un peu l'impression que vous n'êtes pas très content que Ferrari soit réélu, vous auriez préféré que ce soit Montgabureau, et que vous poussez un peu à la pression pour que le programme de Piolle soit... Oui, oui, bah... On n'a pas dit ça. Vous avez dit qu'en tout cas, vous souhaitez que Montgabureau reste... C'était la position de Anne-Marie. C'est pas la position du collectif. Oui, mais non. Ouais, mais c'est une erreur. Bon, je m'excuse auprès de mes camarades du collectif. Non, non. Vous avez bien fait. Non, non, nous, on est pas indifférents aux politiques menées, mais on est indifférents aux questions qui se posent aujourd'hui sur qui va prendre telle ou telle responsabilité. Nous, justement, si on a souhaité faire cette conférence de presse, c'est pour expliquer qu'il y a quand même des questions de contenu, et que les questions de contenu de politique métropolitaine ont été très peu abordées jusqu'à présent, alors qu'on considère qu'il y a urgence. Et donc, c'est pour rappeler qu'il y a besoin rapidement de mettre en place des politiques offensives, ambitieuses là-dessus. Là c'est clair. Alors après, déjà, simplement, il y a deux ensembles dans l'agglomération. Il y a Ensemble Grenoble Métropole, il y a Ensemble Isère. Moi, je suis Ensemble Isère. Et nous, on n'était pas dans le soutien à Éric Piolle. Mais c'est pas... C'est secondaire, c'est pas du tout ça qui nous motive, hein, mais pour simplement clarifier les choses là-dessus. Nous, lorsqu'on a fait le questionnaire pour les municipales, c'était dans l'idée de faire une photographie de l'opinion des listes et de pouvoir mener des débats avec les élus ou les candidats sur cette question-là pour faire grandir l'idée de gratuité. Donc on n'est pas du tout dans faire pression pour tel ou tel groupe, etc. Et en plus, le collectif est très divers, il est à la fois syndical et politique et associatif, donc on n'est pas... Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'on ne voudrait pas que la querelle, et je ne le mets pas en mauvaise part, parce que ma foi, voilà, qu'il y a sur qui doit diriger, sur quel est l'exécutif, etc., prennent le dessus et qu'il n'y ait pas de débat sur la politique menée par la métropole. Parce que nous, on estime qu'il y a besoin d'une rupture, c'est-à-dire on ne peut pas continuer. Déjà, on n'était pas d'accord avec un certain nombre d'actes qui ont été faits avant, par exemple, l'élargissement de la CAF 80, on trouve que c'est une solution qui ne convient pas. Mais aujourd'hui, on pense qu'il faut, à l'inverse, aller de manière très volontariste vers une politique de transport et qu'on a les moyens de le faire. Et c'est pour ça qu'on le fait là. Et d'ailleurs, on mènera des actions publiques pour appuyer notre idée. L'action publique, ça peut être des débats, mais ça peut être des rassemblements, ça peut être des rassemblements devant la métropole, voilà, on verra ce qui est possible de faire là-dessus. Alors, concernant la gratuité le week-end, le truc c'est que vous dites nous n'avons plus le temps pour des demi-mesures. La gratuité le week-end, c'est un peu une demi-mesure. Ce que je veux dire, j'ai fait souvent des conférences avec vous. Vous êtes vraiment convaincu que la gratuité des transports, ça marche. Vous avez des exemples, etc. Dunkerque. Et là, d'ailleurs, quand vous parliez, vous disiez on va expérimenter. Vous parliez d'autres communes, madame, qui sont en expérimentation. Et puis en mi-mandat, ça va passer à la gratuité totale. Donc vous partez du principe, de toute façon, l'expérimentation va marcher. Et que ça va. De toute façon, la gratuité totale, elle semble acquise. Vous, ce qui vous plaît, c'est que le week-end, c'est le marchepied pour ensuite avoir la gratuité totale. Donc pourquoi pas la faire tout de suite? Parce que de toute façon, j'ai l'impression que de votre esprit, et vous appuyez sur des démonstrations, ça marche. Donc pourquoi pas la demander tout de suite, la gratuité totale? Oui, non, c'est parce qu'il y a quand même des problèmes qui se posent de, par exemple, dimensionnement. Voilà. Et donc, essayer le week-end, voir quel effet ça a. Est-ce qu'il y a plus de 10% de fréquentation, plus de 20%, 30%, et est-ce que les trajets conviennent? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les populations? Finalement, c'est pas plus mal d'avoir une période où on teste en vraie grandeur la gratuité pour pouvoir dimensionner et faire un réseau qui tient. Parce que si on fait une gratuité sans avoir un réseau qui répond aux attentes,
on risque d'engendrer beaucoup de déceptions. À Dunkerque, ils ont associé la population, ils ont fait beaucoup de conférences, de consultations pendant tout le processus de gratuité des week-ends, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi de... À Dunkerque, ils ont refait l'urbanisation. Et en fait, voilà, c'était pas seulement pour voir si ça marchait, c'est que ça leur a servi pour calibrer le projet. En fait. C'est plus pour voir comment ça marche. Ouais. Et à l'échelle d'une agglo comme Grenoble, et même du Grand Grenoble, c'est clair que le projet il est lourd, quoi. Donc on va pas. Vous imaginez pas une seconde que ça marche pas. Bah... En termes d'affluence, non, moi je pense que ça marche pas. Voilà. Bah, en fait, il n'y a pas d'exemple pas d'exemple où ça n'a pas augmenté très fortement. Ouais. D'ailleurs, là, en ce moment, on se plaît à relever ça, c'est qu'il y a une incohérence parmi les adversaires de la gratuité. Ouais. Parce que, par exemple, dans le même discours, on dit la gratuité, ça n'a pas d'impact sur la fréquentation. Donc, c'est beaucoup d'argent dépensé pour un impact faible. Et en même temps, on nous explique que ce n'est pas possible parce que ça va saturer les réseaux. Moi, je dis, il faut savoir. Soit on dit que ce n'est pas possible parce que ça va avoir beaucoup de monde et que du coup ça va saturer le réseau, soit on nous dit c'est inutile parce que ça ne va pas... Et en ce moment, c'est vraiment un discours qui se développe et qui est contradictoire. Et donc on se retrouve avec l'étude qui a été faite par la mairie de Paris, qui conclut que ce n'est pas possible parce qu'il y a un fort risque de saturation des réseaux. Et en même temps, les mêmes nous proposent des péages urbains en disant que ça va inciter les gens à prendre les transports en commun. Mais voilà, soit on est capable de prendre les gens dans les transports en commun et on prend les meilleurs moyens possibles pour qu'ils prennent les transports en commun. Et nous, on est convaincus que la gratuité est un moyen qui psychologiquement pousse les gens à prendre les transports en commun. Voilà, soit on considère qu'il n'y a pas d'effet. Et là, nous, on est relativement cohérents dans ce qu'on dit, et en face, là, ces derniers temps, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'incohérences. J'ai encore deux questions après, c'est plus direct. La première, c'est justement si on revient sur le Covid, est-ce que c'est pas le pire moment pour favoriser l'affluence dans les transports en commun? Alors que justement, les municipalités mettent en place des chronos vélos, insistent sur le fait qu'il faut privilégier le vélo, ce qui ne veut certainement pas dire qu'il faut privilégier la voiture, à l'âge petite d'ailleurs, etc. Donc finalement, limite, on nous culpabilise de prendre les transports en commun quand on a la possibilité de faire du vélo, je veux dire. Du coup, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour faire ça? Est-ce que d'ailleurs, quelque chose qui pourrait être rétorqué comme argument, de dire on le fera plus tard? Oui, mais inversement, nous, on est tout à fait favorable au développement du vélo, il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc c'est très bien. Simplement, on parle du Grand Grenoble. Ça ne peut pas répondre aux besoins. On ne peut pas tout faire en vélo, quoi. Et inversement, il y a quoi d'autre? Il y a la voiture. Et une utilisation plus grande de la voiture individuelle, c'est juste pas possible, ça serait une catastrophe. Pour plein de raisons. Ce qu'on a développé, mais en plus, les bouchons, je ne vous explique pas, quoi. Donc il y a urgence, justement, en fait, il y a urgence à avoir une politique des transports ambitieuse en rupture. Et j'ajouterais qu'il faut que l'État mette les moyens. J'ai parlé de la métro tout à l'heure, mais l'État aussi. Parce que, par exemple, en ce moment, il y a un problème également conjoncturel sur le financement du SMAG, et des autres autorités organisatrices des transports, parce que la baisse de l'activité économique a fait chuter les recettes de versement transport ou versement en mobilité de son nouveau nom. Et de ce qu'on sait, l'État a prévu une compensation, mais très très faible en fait. Pas du tout, je crois que c'est estimé une perte de 2 milliards à l'échelle nationale, il me semble, et qu'ils mettent à peine 500 millions sur la table. Donc en fait, ça veut dire que c'est une politique de l'État, là, pour le coup, ultra cynique. Parce que 1,5 milliard de perte de recettes pour les exploitants de réseaux de transport en commun, vous imaginez bien que si ce n'est pas compensé, il y en a qui ne vont pas le supporter, en fait. Et je crois que Valérie Pécresse sur Paris a tiré la sonnette d'alarme, parce que eux, j'imagine, l'impact financier est assez colossal. Donc en fait, au contraire, non seulement il faut compenser, mais ça serait le moment même de mettre plus de moyens. Alors il y a un point supplémentaire, justement par rapport au Covid, c'est ce qu'on commence à mesurer, c'est la crise sociale qui suit. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec de larges secteurs de la population qui sont en grande difficulté, des licenciements qui se succèdent, et pour trouver du travail, pour aller travailler,
le budget de transport est important, et donc avoir la gratuité, c'est un moyen de laisser personne sur le bord du chemin, et de faire en sorte que quand même on aide une partie importante de la société qui se retrouve en grande difficulté. Parce que je pense qu'on n'a pas encore vraiment mesuré l'impact social de cette épidémie avec tous les plans sociaux, tout ce qui est en train de se passer. Et dans les quartiers populaires, on sent vraiment peser le poids des conséquences de la crise sanitaire. Une dernière question, je suis venu en tram ici, et je crois que c'est à l'arrière-Luc, où j'ai vu en face de moi, bientôt ici, votre nouveau distributeur de tickets tout neuf. Est-ce que vraiment, voyez qu'à moyen terme, le SMED envisage les gratuités quand, effectivement, depuis maintenant 6 mois, il y a une campagne de refaire la totalité des distributeurs de transport? J'imagine quand même que ça a un coût, et que s'ils se disaient, bah tiens, en 3 ans, de toute façon, tout sera gratuit, bah, peut-être s'épargner ce coup-là. C'est pas bon signe. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est d'accord et on l'a dit. Oui. Après, peut-être qu'ils pourront les revendre. Enfin, sauf si la gratuité se développe partout, il faudra trouver autre chose.